Avec nous, Jean-Christophe Couvi, le secrétaire national unité SGP Police FO. Merci d'être avec nous ce matin. On le disait tout à l'heure avec Cécile Olivier, ces refus d'obtempérer, vous y faites face tous les jours, finalement, 26 000 par an. Qu'est-ce que la police peut et doit faire quand un individu comme cela refuse de s'arrêter ? Bonjour. Oui, en fait, 26 000 par an, c'est un fait de société, c'est pas un fait isolé. Donc nous, moi je me rappelle quand je suis rentré dans la police en 98, l'ennemi public numéro 1 du policier, c'était le différend familial. C'est-à-dire quand on nous disait attention, quand vous arrivez chez des gens derrière la porte, on ne sait jamais ce qu'on va trouver. Aujourd'hui, c'est le refus d'obtempérer, c'est le contrôle routier basique. C'est-à-dire qu'on fait un contrôle routier, on demande de vérifier les papiers d'un véhicule et là, on a un individu ou des individus qui décident de nous foncer dessus, quitte à nous tuer, pour pouvoir échapper à ce contrôle. Là, c'était quand même différent parce qu'effectivement, c'était sur un véhicule qui a été déclaré volé. Donc les collègues agissent en flagrant délit de recel de vol. Et effectivement, le conducteur décide, lui, de mettre sa vie et celle de son passager et des policiers en danger. Donc accélère, met un policier sur le capot et après, je ne peux pas dire ce qu'il en est, puisqu'effectivement, pour l'instant, les premières informations, c'est qu'il y a eu des tirs et des blessés, un blessé et un mort. L'enquête va dire vraiment, et j'espère que mes collègues étaient bien en état de légitime défense. Pour bien comprendre ce qui s'est passé, ce qui entraîne les tirs des policiers, ça n'est pas tant le refus d'obtempérer que le fait que cet homme ait foncé vers les agents, selon les premières informations dont on dispose. Mais en fait, c'est ça. Il faut bien expliquer aux gens que c'est pas le refus d'obtempérer qui entraîne le tir. Dès lors que le policier n'est pas en état de légitime défense, que sa vie n'est pas engagée, ni celle, par exemple, d'autrui, ça peut être un cycliste ou un kidam. Effectivement, on ne tire pas sur une voiture comme ça. En revanche, oui, quand on est en état de légitime défense, on défend d'abord sa vie ou celle de ses collègues. Et ça, je pense que les individus, les délinquants ne l'impriment pas assez. On a beau le dire, le répéter, alors peut-être qu'ils ne regardent pas assez la télévision, ils devraient plutôt jouer au PlayStation et ailleurs, mais je pense qu'ils devraient effectivement prendre conscience que leur geste va emmener forcément derrière une conséquence. Et là, on le voit, il y a 5 familles qui sont détruites. Voilà, 5 familles, parce que les policiers n'en sortiront pas indemnes non plus, moralement, et toute leur carrière, ils vont traîner ça. Et ça se trouve, voilà, c'est 3 policiers aussi perdus pour la société. Jean-Christophe Couvi, ce qui frappe tout de même, c'est que la personne qui est décédée dans cette opération, ça n'est pas le conducteur, c'est le passager. C'est pas la première fois d'ailleurs que ça se passe comme ça. Est-ce que vous pouvez peut-être décrire ce qui se passe dans la tête d'un policier au moment où il est face à un véhicule qui fonce vers lui? Est-ce que ça explique cette confusion? Vous savez, quand on intervient donc en état de légitime défense et qu'on sort son arme de service, on a une demi-seconde à peine pour prendre une décision. Et il peut y avoir beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on tire, on n'a pas forcément le temps de viser exactement. On entend des bêtises tous les jours en disant pourquoi ils n'ont pas tiré dans les pneus, pourquoi dans les jambes, etc. On n'a pas le temps, on peut pas. Un tir de légitime défense, c'est un tir réflexe. Donc après, quand on tire, on peut donner, c'est technique, mais des fois un coup sur la détente, ce qu'on appelle communément la gâchette, alors qu'en fait c'est la détente du pistolet, et une pression un peu trop forte peut déplacer le canon, par exemple, de quelques millimètres, mais à la fin, ça fait peut-être 3, 4, 5 ou 10 cm d'éventail. Donc effectivement, il y a le stress, il y a l'effet tunnel qu'on appelle, c'est-à-dire que quand vous avez une grosse période de stress comme ça, en fait votre champ visuel se rétrécit et vous n'avez plus que la personne en face en visu. Moi, ça m'est arrivé de sortir mon arme, de figer une situation d'une personne armée et effectivement, après j'étais incapable de décrire ce qui s'était passé autour. J'étais fixé, rivé sur cette personne-là, je pouvais peut-être à peine la décrire et tout le reste, effectivement, de mon champ oculaire a disparu. Donc ça, c'est qu'après qu'on se rend compte de ça. Donc voilà, dans cette fraction-là, c'est très difficile et les YACA, faut que, je leur souhaite bon courage. Et ceux qui vont encore une fois critiquer la police, ils peuvent intégrer la réserve civile, ils vont voir ce que c'est d'intervenir sur le terrain. Mais est-ce que justement, Jean-Christophe Couvi, vous êtes formé à ce genre de situation? Mais en fait, on est formé. Alors, on est formé à l'école de police. Effectivement, on a des tirs. Après, on a un tir réglementaire. On a 3 tirs réglementaires par an de 30 cartouches chacun. Donc, on tire 90 cartouches par an. Enfin, on est censé tirer 90 cartouches par an. Sauf qu'en fait, déjà, on ne nous dégage pas assez de temps de formation continue. Donc, même les 3 tirs ne sont pas réalisés par tous les fonctionnaires. Et quand on tire, malgré la bonne volonté de nos instructeurs qui essaient toujours de nous mettre dans des petites conditions un peu où le palpitant, vous voyez, marche, etc. En fait, on tire sur une bouteille fixe.
C'est-à-dire qu'on a une cible en forme de bouteille à 10 mètres ou 5 mètres et on doit tirer sur une cible qui ne bouge pas. Voilà. Et une fois qu'on a fait notre tir administratif, comme ça l'administration est tranquille, elle a dit nous on a donné le minimum syndical à nos collègues, à nos policiers, et comme ça on peut se couvrir derrière en disant ils savent manipuler une arme. Donc vous demandez plus de formation, une meilleure formation, c'est pas suffisant? En fait, il faut des recyclages. Quand on intervient comme ça sur des vols des véhicules, est-ce qu'il faut bien après faire des rétextes, des retours d'expérience? Est-ce que les collègues étaient bien positionnés? Est-ce qu'on a bien utilisé tout ce qu'on nous apprend à l'école? Est-ce que plus on s'entraîne en fait et plus on maîtrise le temps? C'est d'ailleurs, on le voit dans toutes les brigades spécialisées, le RAID, le GIGN, etc. Le fait de s'entraîner tout le temps régulièrement, ils arrivent à maîtriser ce petit temps et canaliser cet effet tunnel. Bon, le policier du quotidien, c'est pratiquement impossible. Et ça, les gens ne le savent pas. Ils ont l'impression qu'on est tous ceinture noire de judo, de MMA. Alors oui, encore une fois, ça c'est le roman. Mais dans la réalité, le temps de formation sont largement insuffisants. Jean-Christophe Couvi, 2 enquêtes ont été ouvertes. Qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant? À partir de maintenant, effectivement, le magistrat instructeur va regarder va figer, j'allais dire, la scène, regarder déjà si les policiers étaient en état de légitime défense. Et c'est là où nous, on intervient parce qu'on se dit, les policiers ont été mis en garde à vue. Alors effectivement, c'est en principe la procédure classique. Dès lors qu'on fait un usage administratif d'une arme, nous sommes positionnés en garde à vue. Maintenant, là où ce qu'on demande, c'est que si effectivement il y a des éléments et que la garde à vue, que la légitime défense est retenue, parce que tous les premiers éléments, que ce soit des vidéos, des témoignages, etc., montrent que le policier était en état de légitime défense, il ne doit pas être considéré, j'allais dire, comme suspect. Donc il doit être relâché, pas mis en examen. Voilà. Donc on espère justement que ces collègues-là étaient bien en état de légitime défense. Donc l'enquête va se poursuivre. On va voir dans quelles conditions les coups de feu ont été tirés. Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est un tir de réflexe? Est-ce que lequel des 2 policiers a touché le passager, a touché le conducteur? Donc tout ça, c'est l'enquête de police judiciaire qui va être menée, qui va pouvoir expliquer la scène de crime. Jean-Christophe Couvi, vous avez entendu Laurent Neumann. Voilà, c'est un débat maintenant politique. Qu'à chaque fois presque qu'il y a un refus d'obtempérer, qu'est-ce que vous demandez à votre ministère de tutelle? On a bien entendu qu'il fallait une meilleure formation, plus de moyens aussi? Alors, juste pour dire, 2017, effectivement, il y a eu plus de tirs parce que c'était suite à l'attentat qu'il y avait eu à Nice, sur la promenade des Anglais. Donc forcément, depuis 2015, en fait, il faut bien comprendre que le policier il a changé de paradigme. Depuis 2015, les attentats, tous les jours, nous, quand on prend notre service, on ne sait pas à qui on va avoir affaire. Est-ce que ça va être des terroristes low cost, entre guillemets, qui vont décider effectivement de tuer du flic, d'aller écraser des gens, etc. On ne sait pas qui on interpelle, on ne sait pas. Donc c'est bien pour ça que nous, ce qu'on demande, effectivement, déjà, c'est d'être soutenu par notre ministre, par notre hiérarchie, et surtout quand mes collègues vont avoir besoin d'assistance d'un avocat, d'assistance juridique, et qu'on leur en donne très rapidement, et qu'on ne prenne pas, qu'on se gratte pas le bol à savoir s'il faut donner une assistance juridique ou pas assistance juridique. C'est ça qu'il faut. C'est que dans l'instant, l'administration doit être derrière ces policiers et dépêcher effectivement ou un avocat qui est spécialisé là-dedans. Et après, ce qu'on demande aussi, c'est plutôt là sur notre ministre qui défend un peu, c'est la création, mais ça c'est pour Monsieur Dupond-Moretti, la création de juridictions spécialisées qui justement vont pouvoir mieux comprendre comment les policiers travaillent au quotidien. Et quand on a une affaire comme ça, mettez-vous à la place d'un magistrat, on vous appelle, on vous dit voilà ce qui vient de se passer. Ah, attendez, je viens juste de finir là un vol simple avec des différends entre des personnes. Et là maintenant, j'ai la grosse affaire de la journée, voire de l'année. Donc on n'est pas préparé à ça, les magistrats ne sont pas préparés à ça. Donc il nous faut des magistrats vraiment sensibilisés et j'allais dire très, très formés aussi sur la légitime défense. Voilà.